Alors ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Bernard Duguet. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Bernard, qui est une figure marquante de la vie talensaise, il est vrai, hein, il s'occupe de l'école du Café Philo, Café Actu, etc. Et donc Bernard Duguet est diplômé de l'École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, docteur en pharmacologie et docteur en philosophie. Voilà. Bon, c'est un multidocteur. Hein, multicarte. C'est bien. Et donc, ce soir, il va nous présenter la nouvelle vision de la nature qui se dessine avec les sciences physiques contemporaines, de la mécanique quantique à la cosmologie, en passant par la biologie et les sciences de la société. Et donc, ces recherches ont été publiées dans divers ouvrages. Alors, bon, il vous les présentera. Il y a deux livres en français, et là, c'est la traduction en anglais. Ah, donc nous avons deux volumes. Premier volume, donc c'est l'information et la scène du monde, n'est-ce pas? Voyez. Deuxième volume, temps, émergence et communication, et traduction en anglais. Pour ceux qui lisent l'anglais dans le texte. Hein. Voilà. Donc, vous pourrez demander les références à Bernard, vous pourrez, hein, si vous le souhaitez, à la fin de la conférence. Donc, comment on va s'organiser? Donc, Bernard va présenter son thème, et lorsqu'il aura terminé, je ne sais pas combien tu as prévu, mais la parole sera à la salle, hein, pour des commentaires et des questions éventuelles. Voilà. Donc, Bernard, à toi la parole. Bien, alors merci à Bernard Comte de m'avoir accueilli dans son séminaire au forum, et merci à vous d'être venu. Donc, je vais vous présenter une nouvelle vision de la science, mais en quelques minutes, ça va être difficile, donc je vais essayer d'être synthétique et de vous présenter comment les choses ont évolué et pourraient évoluer dans le domaine scientifique d'ici ces prochaines années, et qu'est-ce qu'il y a de nouveau donc dans les sciences. C'est-à-dire qu'il y a une vision nouvelle qui émerge. Donc, cette vision nouvelle, elle émerge à partir d'une notion centrale, c'est l'information. Alors, l'information, il y a deux versions, c'est comme le temps pour Heidegger, il y a une version vulgaire du temps, ça ne veut pas dire, il n'y a rien de péjoratif, hein. Vulgaire, ça veut dire, ça vient de vulgus, donc c'est commun, et il y a une version philosophique du temps. Donc, dans l'information, il y a une version vulgaire de l'information, que vous connaissez tous, et il y a une version philosophique et scientifique de l'information, dont nous allons parler. Donc, on va parler de l'information, de la communication, du bruit, de la communication qui peut devenir information. Quand elle devient information, il y a un champ qui émerge. Et ce champ, ça fait émerger des systèmes complexes. Et donc, on va essayer de comprendre les émergences. Et on va commencer par introduire la notion de paradigme, c'est-à-dire que la science nous offre une vision du monde qui évolue en fonction des données, des résultats et des théories auxquelles elle parvient. Donc les paradigmes, les visions du monde, ça fait depuis 3000 ans, depuis qu'on a des traces écrites, enfin même 5000 ans, depuis qu'on a des traces écrites, qu'on s'aperçoit que les savants ont eu des visions du monde qui correspondaient chacune à leur époque. Donc parmi les paradigmes récents, donc, il y a un paradigme nouveau qui est arrivé à partir de la mécanique quantique. C'est-à-dire que les pères de la physique quantique se sont trouvés face à une théorie étrange. La matière est apparue sous une forme qui n'était pas la forme classique. Donc ces pères de la mécanique quantique se sont tournés vers l'Orient, vers l'Inde, et ont cru trouver des connivences. Et ça a donné un bouillonnement d'idées qui a été décrit comme étant la gnose de Princeton par Raymond Rouillet. Donc c'est plutôt un bouillonnement d'idées qu'un paradigme qui a émergé. Et ça a donné un ouvrage controversé, mais qui s'intitule Le Tao de la physique, qui a été écrit par Fritjof Capra, donc c'est un physicien californien, et ça propose une connivence entre la physique quantique et les physiques orientales. Donc on va revenir plutôt de notre côté, c'est-à-dire en France,
et examiner deux autres paradigmes qui se sont dessinés dans le courant du XXe siècle. Donc les paradigmes, on y accède par des ouvrages de référence, donc qui font date. Il y a des dizaines de scientifiques qui font des ouvrages qui présentent leur conception du monde, mais il y en a qui marquent l'histoire. Et donc parmi ces ouvrages, il y a Le hasard et la nécessité de Jacques Monod, donc, dans lequel il dit que l'ancienne alliance avec l'homme et Dieu était rompue et que nous sommes seuls dans l'univers. Et une dizaine d'années plus tard, Prigogine, qui est un physicien donc, qui a étudié l'auto-organisation et les systèmes thermodynamiques hors équilibre, a proposé une nouvelle vision. Il a intitulé son livre « La Nouvelle Alliance ». Alors, tout cet ensemble d'idées, de théories nouvelles, ont donné lieu à un colloque qui a fait date, c'est le colloque de Cerisy sur l'auto-organisation. Et des physiciens, des biologistes et des sociologues se sont réunis et ont essayé de voir ce qu'il y avait de commun entre leurs différentes disciplines. Et ça a donné le paradigme de l'auto-organisation. Et c'est un paradigme qui a été important dans le courant de la systémique. C'est-à-dire que ça marque l'apogée de la systémique au XXe siècle, et ensuite la systémique a décliné pour différentes raisons. Donc voilà la notion de paradigme, c'est-à-dire, j'espère avoir été assez clair. Enfin, j'ai pas trop l'habitude de faire des conférences, donc c'est pour ça, et j'aime pas lire un texte, donc j'improvise avec ma feuille de route, mais j'espère vous avoir présenté la notion de paradigme. Et maintenant, on va essayer de tracer plusieurs perspectives qui montrent comment la vision du monde émerge à partir de la science. Alors, on va passer de 1750 à 1950. 1750, on est en plein siècle des Lumières, donc on est au siècle du mécanisme. Donc, le paradigme mécaniste se met en place. Vous connaissez tous la théorie des animaux-machines de Descartes. Ensuite, il y a eu la théorie de l'homme-machine qui n'a pas eu trop de succès, qui a été proposée par le philosophe matérialiste Lamétrie. Et à cette époque, les gens dans les salons, enfin les gens de bonne société, se réunissaient. Ils étaient étonnés parce qu'ils étaient face à des automates. Et ils se demandaient s'il y avait quelqu'un qui animait l'automate ou si c'était vraiment un automate. Alors vous allez voir pourquoi je vous parle des automates. Alors à cette époque, ce qui intéressait les scientifiques, c'était le mécanisme. Le modèle du mécanisme, c'est l'horloge. Et ça a donné une nouvelle religion, qui a été le déisme, qui est une religion naturelle, c'est-à-dire naturelle par opposition à révélée. Ça signifie une religion qui est basée sur des résultats scientifiques établis par l'homme. Et donc, celui qui est à l'origine du déisme et du grand architecte, parce que ça renvoie au grand architecte ou au grand horloger, c'est Newton, qui a inventé la mécanique céleste. Et il y a eu aussi, à la même époque, le culte de la raison. Alors maintenant, on va passer 2 siècles plus tard. En 1950, on arrive à un nouvel âge, donc qui n'est plus celui du mécanisme, mais celui du numérique et de l'informatique. Alors, ce qui a remplacé l'automate, c'est le test de Turing. Le test de Turing, c'est un test qui consiste à montrer qu'un ordinateur pourrait avoir un comportement humain. C'est-à-dire que vous dialoguez avec un ordinateur et c'est à vous de deviner si vous êtes face à un être humain qui est derrière la machine ou à un ordinateur. Donc vous voyez que le processus est similaire à celui de l'automate. Sauf que c'est plus un mécanisme, mais c'est un ordinateur qui calcule. Alors dans ce contexte de nouvelles sciences, pardon, je vois ma montre parce que pour me repérer, donc c'est toujours des problèmes d'horloge. Il n'y a pas que moi qui ai des problèmes d'horloge. Donc nous sommes à l'époque non plus du déisme, mais d'un nouveau concept qui va peut-être gouverner notre univers de pensée, c'est le computer quantique universel. C'est-à-dire qu'il y a un physicien qui s'appelle Lloyd et qui a émis l'hypothèse comme quoi l'univers serait réglé par un computer universel.
Donc vous voyez comment on passe du grand architecte au computer universel, on change complètement d'époque. Est-ce qu'il y a une religion naturelle nouvelle qui émerge? Vous avez certainement lu Sapiens et la suite d'Homo Deus de Harari. Et d'après Harari, il y aurait une nouvelle religion qui émergerait, ça serait le dataïsme, c'est-à-dire c'est la religion sur les données. Donc on est passé de la religion du grand horloger à une religion du numérique. Et qu'est-ce qui remplace le culte de la raison? C'est le culte du numérique. Donc il y en a certains qui pratiquent le culte du numérique. À une époque, le culte de la raison avait été proposé par Robespierre. Alors je ne sais pas si Emmanuel Macron serait notre Robespierre du numérique, ça je n'en sais rien. Mais c'est une hypothèse à prendre, disons, au sérieux. Alors maintenant on va passer à la biologie. Alors la biologie, elle aussi a connu sa période du paradigme mécaniste avec Jacques Monod. Donc Jacques Monod qui a découvert la régulation génétique par les bactéries. Donc il a découvert l'opéron lactose, c'est une protéine qui permet de réguler l'expression du gène qui va sécréter la protéine permettant de digérer le lactose. C'est-à-dire en présence de lactose, le gène est déréprimé et le lactose peut être digéré. S'il n'y a pas de lactose, la bactérie, comme elle n'a pas besoin de synthétiser la protéine, et bien le gène est réprimé. Donc là, on est en plein paradigme mécaniste, et c'est le paradigme de l'homéostasie, hérité de Claude Bernard, et de la cybernétique. Donc le principe, c'est comme le principe du thermostat. Thermostat bilame, quand la température baisse, la lame se déforme, elle met le contact avec le chauffage, et ça se met à chauffer. Et une fois qu'il fait chaud, la lame se redresse et l'interrupteur est coupé. Donc ça, c'est de la cybernétique, c'est de la rétroaction, et c'est ce paradigme qui a dominé la biologie pendant, on va dire, la seconde moitié du XXe siècle. Alors qu'est-ce qui se passe actuellement? Eh bien, il y a peut-être une nouvelle donne qui va intervenir dans la biologie, c'est la prise en compte de l'information. Alors pour remplacer Jacques Monod qui a été prix Nobel, on va prendre une scientifique qui n'est pas encore prix Nobel, mais que tout le monde, à qui tout le monde prédit le Nobel, c'est Emmanuel Charpentier, qui avec sa confrère Jennifer Doudna a élaboré le système de coupure d'ADN que vous connaissez tous, d'ailleurs qui effraie quelques-uns parce que ça permet des manipulations génétiques beaucoup plus facilement qu'auparavant, c'est le CRISPR-Cas9. Alors le principe du CRISPR-Cas9, c'est un nom assez barbare et difficile à prononcer, mais c'est comme ça que les scientifiques nomment les protéines. Donc le principe, c'est que ça a été détourné, c'est une technique qui a été détournée à partir d'un mécanisme qui a été découvert chez les bactéries. Et ce mécanisme, c'est un mécanisme qui permet à une bactérie de se défendre contre des bactériophages. Les bactériophages, ce sont des virus, parce que les virus, il n'y a pas que le virus de la grippe, il y a des virus qui attaquent les plantes, les animaux, mais il y a aussi des virus qui attaquent des bactéries, qu'on appelle les bactériophages, et la bactérie se défend contre ces virus en utilisant ce système de protéines qui lui permet de copier une séquence du virus, c'est-à-dire elle a une banque de données des virus qu'elle a rencontrés, et ça lui permet, quand le virus arrive à nouveau, de déployer un mécanisme de défense. Alors cet outil génétique, bon, imaginez, c'est comme un lecteur de CD. Donc, avant que ce système soit mis au point, il y avait les enzymes à doigt de zinc pour couper l'ADN. Et le principe, c'est comme si vous utilisez un CD, et pour le lire, vous êtes obligé de changer le lecteur de CD. Donc, pour chaque CD, vous avez un lecteur de CD, et c'est comme ça que l'outil génétique fonctionnait avant cette découverte.
où finalement il suffit d'utiliser le même lecteur de CD, c'est-à-dire cette protéine, et ensuite vous utilisez la séquence que vous voulez, et vous pouvez faire des coupures et insérer des fragments d'ADN. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on change de conception du vivant, c'est-à-dire que non seulement le vivant régule le métabolisme par des mécanismes, mais il régule aussi l'information. Si vous permettez, je vais prendre un peu d'eau pour... Voilà, ça va mieux. Donc, je disais que la bactérie, elle déploie des systèmes pour réguler son système d'information, c'est-à-dire qu'elle a une identité génétique, mais elle tient à la conserver. Mais elle a une certaine plasticité, il y a des bactéries qui évoluent, mais le principe du vivant, c'est de se défendre contre soit des systèmes exogènes qui peuvent être envahissants comme des bactéries pour l'être humain, mais la bactérie elle-même se défend contre des systèmes exogènes qui sont des systèmes qui véhiculent de l'information. Donc j'espère vous avoir convaincu qu'on a changé de vision du vivant, c'est-à-dire qu'on est passé du modèle homéostatique et cybernétique à un modèle qui est basé sur l'information. Donc l'information, c'est une notion qui va devenir centrale dans la plupart des champs scientifiques. Alors maintenant, je vais faire un petit détour par d'autres disciplines. Donc, et en sociologie, donc, on retrouve cette importance de l'information qui a été analysée à travers l'image et la puissance de l'image. Donc c'est un scientifique allemand qui vient de publier un ouvrage qui s'appelle L'acte d'image, et il montre que l'image a une importance déterminante dans nos vies, y compris dans la société. C'est-à-dire que le principe de l'acte d'image, c'est comme le principe de l'acte de langage. L'acte de langage, ça consiste à s'engager et à exprimer on exprime une phrase, et cette phrase, c'est un engagement, c'est comme si on avait fait quelque chose. Le principe de l'acte de langage, c'est dire, c'est faire, et le principe de l'acte de l'image, c'est montrer, c'est faire. Donc montrer, c'est faire, ça montre la place de l'information qui va influencer, qui va nous influencer. Et dans cet ouvrage, il y a un exemple qui est cité, c'est la fameuse discussion à l'ONU sur l'intervention en Irak, au cours duquel Dominique de Villepin a fait un discours mémorable. Et dans la salle de l'ONU, il y a une peinture qui est une reproduction de Guernica. Et cette peinture a été recouverte d'un voile avant qu'il y ait eu la discussion. Ce qui prouve que les gens de l'ONU avaient peur finalement de cette image, comme si elle allait renvoyer quelque chose à la société. Et le principe de l'acte d'image, on l'a actuellement à travers la vie de nos présidents et de nos chefs d'État, puisque quand Donald Trump se met en scène pour signer un décret, ou quand Emmanuel Macron signe un décret, le principe c'est montrer, c'est faire. Je vous montre que je signe un décret, je montre mon image, donc c'est comme si je fais, c'est-à-dire je suis un président actif, pas comme certains présidents fainéants qui ont été comparés au roi fainéant. Donc on voit que l'information a une place prépondérante, et cette information elle peut aussi causer du désordre. C'est le cas par exemple du fanatisme. On a plusieurs exemples actuellement, avec les mouvements djihadistes, mais aussi les mouvements véganes qui attaquent les boucheries. Il y a aussi les fake news, qui sont des informations parasites, et la société cherche à se défendre contre cette information. Donc elle fait comme la bactérie, elle se défend face à une information qui pourrait créer du désordre. C'est-à-dire que l'information, elle peut créer ou bien de l'ordre ou bien du désordre. Et elle influe sur le type de société, c'est-à-dire que, et là, on peut citer le philosophe Habermas, qui a montré qu'il y avait deux types de
de discours dans une société. Il y a un discours qui s'occupe du comment, c'est-à-dire les gens discutent de comment on fait, et il y a un autre discours qui est peut-être plus en phase avec la démocratie, qui consiste à dire mais pourquoi on fait, comment on vit ensemble, et pourquoi on est là à vivre ensemble, quel type de société on veut. Donc on voit que selon le type de discours et d'information qui est diffusé dans une société, c'est pas la même société qui va émerger. Petit à petit, j'essaye de glisser de la notion d'information à la notion d'émergence. Alors l'information, on la retrouve aussi en philosophie, à travers la différence forme et contenu. Donc là, je vais passer parce que ça nous amènerait, ça nous disperserait, et c'est peut-être pas inutile. Et maintenant, on va attaquer l'examen des théories physiques. Alors, ce que j'ai remarqué au cours de mes investigations, c'est qu'en fait, la physique, toutes les théories physiques, il y en a 7 pour comprendre complètement la nature. Ces théories physiques nous parlent de la nature, et il y a en fait deux types de physique. Et c'est là qu'on va retrouver encore notre information, cette question de l'information et de la communication. Il y a une physique des dispositions et il y a une physique des communications. Alors là, ça va être peut-être un peu difficile à expliciter, mais bon, il faut avoir quelques notions de physique, mais je vais essayer de relever le défi. Donc on a une physique des dispositions qui correspond à une propriété de la matière qui est la masse. Alors la masse, c'est une propriété triviale. Quand vous prenez un caillou, vous le laissez tomber, il est attiré par la terre, c'est l'effet de la gravité. Ça veut dire que le caillou change de disposition. Quand vous poussez un chariot, le chariot offre une résistance. Ça, c'est la force d'inertie. Ça veut dire que le chariot, la masse n'a pas envie d'être bougée comme ça, elle offre une résistance. Donc on a les deux forces, la gravité et l'inertie, et ça correspond à une physique que j'appelle la physique des dispositions. Ensuite, il y a une deuxième physique, celle-là elle est intermédiaire, c'est une physique où il y a à la fois des forces, mais il y a aussi des influences. Et c'est la physique de l'électromagnétisme. Alors ce qui remplace la charge, ce qui remplace la masse, c'est la charge, et la charge, elle va influencer un champ qui en retour va influencer les masses chargées. Et il va en résulter des forces magnétiques, des forces électrostatiques, des forces électromécaniques qu'on retrouve dans le moteur électrique. Donc là, ça veut dire qu'on est à la fois dans une physique des dispositions, mais aussi une physique des communications, c'est-à-dire que il y a une influence réciproque des systèmes chargés, et ça donne des systèmes qui sont pourvus de propriétés magnétiques. Et donc ça donne des forces électromagnétiques, enfin des forces magnétiques ou des forces électrostatiques. Mais le principe, c'est qu'il y a une communication, il y a des influences qui passent d'une charge à une autre. Et ensuite, on arrive à la mécanique quantique. Alors cette fois, il y a une propriété de la mécanique quantique qui est spécifique et qu'on ne retrouve pas dans la physique classique. Alors cette propriété, c'est le spin. Et le spin, c'est quelque chose d'assez étrange. Peut-être que tout à l'heure, j'essaierai de vous le représenter en utilisant un livre. Donc le spin, c'est en quelque sorte un retournement de la matière. C'est-à-dire que la matière a deux faces, et quand elle se retourne, ça lui permet de communiquer. Et on sait que les électrons qui sont chargés et qui ont un spin peuvent interagir avec le champ électromagnétique et émettre un photon ou recevoir un photon. C'est ce qu'on appelle l'effet photoélectrique. Donc ça nous indique que la physique quantique est une physique qui décrit
les communications effectuées par la matière. Donc de tout ça, j'en ai déduit qu'il y avait en fait deux physiques, et on peut arriver à l'idée qu'il y a aussi deux scènes, c'est-à-dire deux scènes du monde. Il y a une scène des dispositions. Cette scène des dispositions, elle est décrite par la cosmologie relativiste d'Einstein. Donc elle explique comment les masses sont disposées dans l'univers. Il y a une physique des communications qui est décrite par une théorie qui est la relativité restreinte, qui est assez spéciale, et que d'ailleurs les anglo-saxons appellent la relativité spéciale. Donc il y a la relativité restreinte et la théorie électromagnétique du champ de Maxwell. Donc ça décrit une propagation. Donc on peut en déduire que notre univers il est formé il y a deux scènes qui sont réglées, parce que le principe de la cosmologie relativiste, c'est que les masses règlent la scène sur laquelle elles se mettent en scène. Donc ça c'est la scène des dispositions. Et il y a une scène qui nous permet de percevoir le monde, qui est la scène des communications, et qui fonctionne avec les photons. Donc on en arrive à l'idée qu'il y a deux physiques, et maintenant je vais laisser de côté la physique des dispositions, c'est-à-dire la cosmologie, et je vais m'intéresser à la physique qui décrit les communications. Donc avant de passer aux communications, un interlude sur cette question de l'information, parce que finalement j'ai parlé de l'information, mais chaque fois qu'on parle d'information, tout le monde vous demande mais c'est quoi l'information? Alors l'information c'est quelque chose c'est un signal qui est capable d'exercer une influence sur le système qui la reçoit. C'est comme ça qu'on peut définir l'information. Et alors on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette information, comment l'information qui se diffuse peut devenir communication, et comment cette communication va former un champ, et dans ce champ, il va y avoir des signaux qui vont créer du bruit, et d'autres signaux qui vont créer de l'organisation. Et ces signaux, eh bien, ça va nous permettre de raccorder le phénomène des communications au phénomène d'émergence. Et la question de l'émergence, c'est la grande question des systèmes. La grande question en théorie des systèmes. Donc je reviens sur ce concept de champ. Donc le champ, c'est une entité étendue. Les sources indiquent au champ comment il va varier, et le champ indique aux sources comment elles doivent bouger. Ça c'est le principe du champ qui est décrit dans un ouvrage qui vient de sortir de Susskind. Et en cosmologie, on a une transposition de ce principe, c'est-à-dire que l'espace dit aux masses comment elles doivent bouger, et les masses disent à l'espace comment il doit se déformer. Donc on va voir comment on peut arriver à relier les communications et la question des émergences. Alors maintenant on va attaquer une science qui est assez étrange, qui est la mécanique quantique. Donc il va permettre d'expliquer comment la matière communique. Alors, la mécanique quantique, le physicien Richard Feynman, quand il faisait des conférences, disait que personne ne comprenait la mécanique quantique. Et je crois qu'actuellement c'est encore le cas. C'est-à-dire que c'est une physique avec beaucoup de formules mathématiques, mais les physiciens ne savent pas à quoi ça correspond. C'est une physique qui est complètement étrangère à la physique classique. Alors je vais essayer de vous l'expliquer en quelques images, parce qu'il faut utiliser des images, c'est tellement compliqué, ce sont des formalismes. Moi-même, j'accède qu'à 1% de ces formules mathématiques, mais ce 1% me permet de comprendre comment fonctionne la matière, c'est-à-dire que c'est une matière qui communique, parce que et la physique quantique décrit comment on peut extraire de l'information
à partir de la matière. Donc c'est le principe, mais on n'extrait pas de l'information à partir de la matière, comme on extrait de l'information à partir d'Internet. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de cliquer et d'avoir une image qui s'affiche sur l'écran. Là, on est dans la nature et on est dans les propriétés les plus fondamentales de la matière. Alors, la mécanique quantique, c'est une mécanique qui décrit un système sous une forme de superposition d'états. Les états quantiques sont représentés à partir des fonctions d'onde qui sont complexes. Donc, pour chaque... il y a une superposition d'états, enfin pour faire simple, et à chaque état correspond une observable. Alors imaginez que la représentation d'un système, c'est que vous avez une dizaine de tickets de loterie, et l'expérience microphysique, ça consiste à extraire une information, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte de loterie, et vous allez gagner qu'un seul lot, parmi les 10 lots disponibles. Et c'est comme ça que la mécanique quantique fonctionne, c'est-à-dire que le système est décrit comme une loterie, avec tous les lots possibles, et une certaine probabilité affectée à chaque lot, mais quand vous réalisez l'expérience, vous n'avez qu'un seul lot. Alors vous pouvez essayer de tricher, c'est l'expérience de décohérence qui a valu le prix Nobel à Roche, c'est-à-dire que dans l'expérience de décohérence, il y a la possibilité de créer un système qui se trouve dans les deux états, c'est-à-dire que vous pouvez voir les deux lots que vous allez tirer. Mais une fois que vous réalisez l'expérience, le système interagit avec le monde macroscopique, et donc vous ne pouvez pas tricher, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas récupérer les deux lots, vous ne récupérez qu'un seul lot. Donc l'interprétation que je donne de la mécanique quantique, qui est partagée par quelques physiciens, c'est que cette mécanique quantique, c'est une science de la communication. Et elle décrit comment la matière communique. Et alors, comment elle communique? Dans le formalisme de la mécanique quantique, pour passer des tickets de loterie au lot, il y a une opération mathématique qui utilise des opérateurs. Et ces opérateurs ont des propriétés particulières, c'est-à-dire qu'ils ont des propriétés de symétrie. Et ils sont conjugués. Donc un opérateur, si je fais ça, et ensuite que je fais une inversion par la diagonale, je retrouve le même opérateur, ce qui indique déjà que, enfin c'est une opération complètement abstraite, qui repose sur des propriétés mathématiques, mais qui renvoie certainement à une propriété de la nature, c'est-à-dire que la matière, c'est une structure qui n'est pas objective, mais qui est capable de se retourner pour communiquer. Et alors le spin, je vais vous le représenter de la manière suivante. Donc, ici, je suis tourné vers l'intérieur. Là, je me tourne vers le monde. Là, je me tourne vers vous. Là, je vous tourne vers moi. Et là, je me retourne dans mon monde. Vous voyez, j'ai fait 4 opérations, 4 rotations de 180 degrés. Ça fait une rotation complète de 720 degrés. Et si vous lisez les ouvrages de physique, vous apercevez que ça correspond à la rotation de l'électron. Puisque le principe du spin, c'est que l'électron retourne à sa position initiale après une rotation de 720 degrés. Ce qui est inintelligible dans le monde classique, mais dans le monde quantique, ça signifie que c'est la matière qui se retourne. Et c'est cette matière qui se retourne et qui communique. C'est-à-dire qu'en fait, la matière possède une intériorité et elle se retourne vers le monde, elle retourne le monde vers elle. Et c'est comme ça que les systèmes peuvent acquérir de l'information, et ce, dès le niveau de la matière. Et c'est ça qui est complètement nouveau, parce que ça correspond à un univers de pensée qui est complètement étranger à l'Occident. Parce que si vous vous référez à Philippe Descola, qui a étudié tous les systèmes de pensée, donc le principe de la science occidentale, c'est qu'elle refuse une intériorité
au monde physique. Par contre, le monde humain a une intériorité et une extériorité. Et l'intériorité, ça a été pris en charge par la philosophie, ils ont appelé ça le sujet. Donc nous sommes sujet et objet, mais la nature n'est qu'objet pour la science contemporaine moderne. Et avec la mécanique quantique, eh bien, on s'aperçoit que la matière possède une antériorité. Et ça, c'est complètement nouveau. Et c'est pour ça que cette interprétation de la physique quantique, eh bien, elle a papillon sur rue. Bon, à ma connaissance, je ne sais pas si on la trouve, mais le principe, c'est qu'il faut briser un tabou, il faut briser un totem pour pouvoir accéder à la compréhension de la nature. Et le totem, c'est l'objectivité, le totem de la science moderne. Il faut refuser l'objectivité pour parvenir à cette idée que la matière possède une intériorité comme elle possède une extériorité. Et c'est grâce à ce système matériel qui permet la transmission d'informations que les systèmes vont acquérir de l'information et qu'il va y avoir de l'émergence. Alors cette émergence, on va la trouver dans la matière condensée. Alors avant de parler de l'émergence, je vais quand même évoquer la chimie quantique pour essayer d'appuyer cette thèse de la matière qui communique. Dans la chimie quantique, ce ne sont pas des électrons qui tournent autour des noyaux, mais ce sont des nuages électroniques qui se recouvrent plus ou moins. Et donc dans la chimie quantique, vous allez voir, c'est assez simple. Il y a deux types d'orbitales. Les physiciens conçoivent des orbitales en superposant des fonctions d'onde. C'est-à-dire qu'il y a des fonctions d'onde, soit qui s'additionnent, soit des soustractions de fonctions d'onde. Et en fait, ça correspond le plus et le moins des phases. C'est-à-dire que dans une orbitale liante, c'est comme si les électrons se faisaient face. Les électrons se font face, ils communiquent, et donc c'est ce qui lie les atomes. Dans une orbitale antiliante, il y a une opposition de phase. Mais imaginez que les atomes se tournent le dos, enfin les électrons se tournent le dos. Quand les électrons se tournent le dos, les atomes ne se lient pas. Donc ça c'est le principe de la chimie quantique qui explique les liaisons entre atomes avec cette nouvelle science et ce qui permet cette nouvelle interprétation une fois de plus, de la matière qui communique. Et quand elle communique d'une certaine manière, il peut y avoir liaison, et quand elle communique d'une autre manière, il n'y a pas liaison. Bien, alors on va arriver maintenant à la matière condensée, les phases de la matière, c'est-à-dire qu'on quitte le monde quantique et on va arriver au monde classique avec les propriétés de la matière. Et en fait, ce qu'on peut montrer en étudiant les différentes théories de la matière condensée, c'est que les phases de la matière reposent sur des communications entre les différents éléments matériels. Donc ça, il faut analyser les formalismes, c'est assez complexe. Et ces phases de la matière, ce sont des propriétés émergentes. Alors, vous connaissez tous les phases classiques, solide, liquide, gazeux. Mais d'après certains scientifiques, il y aurait 500 phases de la matière qui ont été découvertes. Ce sont des phases exotiques, c'est-à-dire que les phases exotiques, par exemple, c'est l'hélium liquide. Mais pour avoir une phase exotique, il faut refroidir l'hélium à une température inférieure à 4 degrés Kelvin. Donc ça nécessite des technologies de pointe qui étaient hors de portée à l'époque où les philosophes présocratiques parlaient des 4 éléments. Donc avec toute cette technologie, on peut arriver à créer
des centaines de phases de la matière qui ont différentes propriétés, y compris des propriétés magnétiques. Et toutes ces propriétés, on peut montrer, si on rentre dans les théories qui formalisent donc ces phases de la matière, on peut arriver à trouver ce qui correspond à la communication. C'est-à-dire que dans le formalisme, il y a des formules mathématiques, on peut les interpréter dans le sens d'une communication entre éléments matériels. Et c'est cette communication qui va permettre aux phases de se produire. Donc là, on est toujours dans le monde physique. Alors il y a aussi la propriété de l'eau, donc on en reparlera peut-être aussi de la molécule d'eau qui est assez particulière. Parce que la propriété de l'eau, donc tout le monde sait que l'eau c'est un solvant, l'eau est indispensable à la vie, mais ce qu'elle permet de réaliser, c'est des communications aussi. Et on va le comprendre pourquoi. Donc maintenant, je vais, après cette présentation des phases de la matière, je vais aborder les questions liées à la biologie et à l'émergence. Et je vais essayer de vous présenter un concept nouveau qui est le darwinisme sémantique. Le principe du darwinisme sémantique, c'est qu'en fait les systèmes communiquent et à un moment donné, ils sélectionnent les signaux pour pouvoir se comprendre et créer des émergences. Alors, on l'a déjà dans la matière, c'est-à-dire que dans la matière qui communique, il y a plusieurs types d'interactions, interactions électromagnétiques faibles et fortes, et on sait que toutes ces interactions se font par des champs qui correspondent aux particules, donc il n'y a pas de distinction entre champs et particules en théorie quantique des champs. Et ces interactions, elles sont véhiculées par des signaux qu'on appelle des particules bosons, et chaque interaction a ses propres bosons. Et mon interprétation, c'est que la nature a sélectionné des particules pour que la matière puisse communiquer. Et ça, c'est le début de la thèse du darwinisme sémantique, qui commence dès la matière. Et ensuite, ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon deuxième ouvrage, c'est que ce principe du darwinisme sémantique, il s'applique aussi à la biologie. Alors la biologie, c'est un peu plus simple, donc on connaît des molécules, on sait qu'il y a des molécules qui permettent de communiquer. Alors je vais en donner un exemple classique, par exemple l'AMP cyclique. L'AMP cyclique, c'est une molécule, c'est ce qu'on appelle un second messager. C'est-à-dire que quand les cellules communiquent, elles utilisent des hormones. L'hormone se fixe sur un récepteur, et ensuite, donc sur la face externe de la cellule, et sur la face interne, l'AMP cyclique va être libéré, et cet AMP cyclique va se fixer sur des protéines, donc c'est un signal qui va indiquer, qui va permettre à la cellule de réagir à une hormone, c'est-à-dire qu'en fonction de chaque hormone, l'AMP cyclique va se libérer et va activer toute une série de fonctions moléculaires à l'intérieur de la cellule. Et alors, ce qu'on sait, c'est que cet AMP cyclique, c'est une molécule universelle, ça fonctionne dans tous les organismes, et ça fonctionne même au niveau des êtres unicellulaires. C'est-à-dire comme le champignon, la levure du boulanger, ou les paramécies. Ces cellules, mais cette fois ces cellules sécrètent l'AMP cyclique dans le milieu. C'est-à-dire que cet AMP cyclique permet aux cellules de communiquer entre elles. Ce qui montre que dans toute l'échelle des êtres, depuis les êtres unicellulaires jusqu'aux êtres les plus compliqués que nous sommes, c'est une même molécule qui a été sélectionnée, d'après mon hypothèse, mais je pense que ça se tient, c'est une même molécule qui a été sélectionnée et qui est universelle
et qui permet aux cellules de communiquer. Alors, il n'y a pas seulement que la MP cyclique, vous avez aussi le GMP cyclique, qui est un second messager. Vous avez d'autres molécules comme le PIP2, donc c'est le phosphatidylinositol phosphate, biphosphate. Et ces molécules qui sont des seconds messagers, on les retrouve dans toutes les cellules. Et vous avez d'autres molécules comme les hormones qui permettent de communiquer, mais vous avez des messagers universels. Et donc mon hypothèse, c'est que la vie repose sur la réalisation d'un système de communication qui a permis aux molécules de communiquer et ensuite aux cellules de communiquer. Et c'est là que je propose une nouvelle hypothèse sur l'origine de la vie. C'est-à-dire que l'origine de la vie, ça repose sur la mise en place d'un système de communication entre les différentes molécules. Et quand elles ont réussi à communiquer, elles peuvent s'entendre, former des organismes et éventuellement se répliquer. Et donc le principe donc, du lien entre l'émergence et la communication, c'est que les parties d'un système vont créer un champ de communication, elles vont pouvoir communiquer, et en retour, ce champ de communication va leur dire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'un système vivant, c'est un système de cellules et de molécules qui communiquent à travers un champ de communication. Donc le champ de communication, ça remplace ce que les biologistes appelaient le champ morphogénétique, et qui est une notion, pour moi, qui ne me convient pas, parce qu'elle mélange à la fois la partie et le tout. C'est une notion holistique, et il faut se méfier des notions holistiques. C'est pour ça que j'aime bien le concept de champ en théorie des systèmes et en théorie de l'émergence, parce que ça permet de comprendre ce qui se passe au niveau de chaque partie, et de comprendre comment chaque partie, en communiquant avec les autres parties, va faire émerger un tout. Et ce tout va émerger parce que dans les systèmes complexes, il y a une hiérarchie qui va se mettre en place. Et donc ça rejoint l'hypothèse de l'origine algorithmique de la vie, qui a été proposée par un physicien américain, donc Paul Davies. Et le principe de l'origine algorithmique de la vie, c'est que la vie, les molécules produisent des algorithmes. Et quand les algorithmes fonctionnent, c'est-à-dire quand il y a un certain degré de cohérence dans le traitement des signaux, eh bien la vie, elle peut émerger. Donc ça rejoint l'hypothèse que j'ai proposée, donc du darwinisme sémantique et de la sélection des signaux pour que les cellules parviennent à communiquer, à se comprendre. Et une fois que les cellules se comprennent, eh bien, elles forment des organismes multicellulaires. Et au niveau des cellules, c'est quand les molécules ont réussi à se comprendre que les molécules ont créé la vie. Et ça permet d'aborder la question des virus, parce que les virus, on s'est toujours demandé si c'était des êtres vivants ou pas. Le virus, qu'est-ce que c'est? C'est un système d'information, c'est-à-dire c'est un élément qui communique et qui se réplique. Et si on le regarde sous l'angle d'un être vivant, le virus n'est pas vivant parce qu'il ne peut pas se répliquer tout seul. Mais si on regarde sous l'angle de l'émergence et du champ de communication, le virus, il appartient à ce champ de communication. Donc le virus, de ce point de vue, peut être considéré comme un élément du vivant. Donc vous voyez que cette théorie de l'émergence et des communications, ça permet de réfléchir et de se poser beaucoup de questions sur les origines de la vie, le statut des virus, et peut-être d'autres choses qui nous restent à découvrir. Mais ça, c'est le but de la science, que de progresser. Donc je crois qu'il me reste encore 10 minutes. Oui. Donc pour poursuivre cette idée donc, de l'émergence et du champ, on peut évoquer peut-être la théorie de l'évolution, la théorie de l'évolution de la sélection naturelle. Et on peut envisager une théorie de l'évolution, on va dire, un peu plus globale, c'est-à-dire qu'en fait, le milieu, c'est pas quelque chose qui va être un milieu pour une sélection naturelle, mais c'est un milieu qui va permettre de communiquer, c'est-à-dire qu'en fait, dans l'évolution, il y a les espèces qui émergent,
mais le milieu se comporte comme un champ de communication, c'est-à-dire que le milieu évolue lui-même aussi avec les espèces. Et donc là, on a une théorie peut-être plus globale de l'évolution, mais ça, c'est à discuter avec les évolutionnistes. Donc je crois que j'ai terminé ce volet sur la biologie. Donc maintenant, je vais aborder le problème des sociétés. Donc dans les sociétés humaines, nous savons tous qu'il y a des systèmes de communication. Il y en a un qui est très important, c'est le langage. Et ce langage, il est lié à l'émergence. Alors je vais faire un petit détour par le mythe de Babel. Le mythe de Babel, bon, c'est le mythe qui décrit, enfin, dans l'interprétation classique, ça décrit la démesure des hommes. Et c'est la réponse à Dieu, c'est la réponse de Dieu l'Éternel qui dit aux hommes, qui crée du désordre dans les langues, et qui leur dit « Arrêtez de construire cette tour et dispersez-vous sur la terre ». Au début de ce mythe, il y a une évocation du langage. Parce qu'il est dit qu'il y a un individu qui dit à l'un, tu vas tailler cette pierre, l'autre tu vas cuire la terre, l'autre tu vas assembler les briques, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le langage est quelque chose d'important dans le mythe de Babel. C'est-à-dire que le langage, on peut dire dans le cadre de cette théorie sur émergence et communication, c'est ce langage qui permet l'émergence de la tour, parce que les hommes se parlent et ils se comprennent. Et le principe donc du désordre des langues, c'est-à-dire que quand ils ne se comprennent plus, ils ne peuvent plus se coordonner et ils se dispersent sur la terre. C'est-à-dire que ça crée du bruit. Le bruit, c'est de la chaleur. Et on peut imaginer le mythe de Babel comme une action de la chaleur qui va créer du désordre dans les langues, et la tour elle va se dissoudre, et les hommes vont se disperser sur la terre comme une flaque d'eau. Donc ça, c'est une autre interprétation qu'on peut donner. C'est-à-dire que le désordre des langues, ça crée du bruit. Et le bruit, c'est ce qui détruit les émergences. Donc là, j'aurais pu parler aussi de l'interprétation de la thermodynamique et de la chaleur. C'est-à-dire la chaleur, en fait, c'est du bruit. Et l'opposé du bruit, c'est l'information. Et dans un système qui est hors équilibre, il y a une information qui arrive à parvenir à une certaine cohérence et qui va créer des structures dissipatives. Donc ça, c'est... Je fais un petit détour par Prigogine, pardon, parce que je passe d'une discipline à une autre, mais c'est une gymnastique qui est assez difficile. Donc je vais essayer de retomber sur mes pattes, parce que c'est pas évident. Donc j'en étais à la question du bruit et du désordre. Et dans les sociétés, on peut aussi considérer que le langage, c'est une source pour l'émergence, mais c'est une source aussi de désordre. C'est-à-dire que quand les hommes ne se comprennent plus, les sociétés finissent par décliner. Avant le déclin, il y a une phase de décadence, mais la phase de décadence, c'est déjà une altération dans les systèmes de communication. Donc les langues sont importantes, et les langues évoluent, et en fonction de l'évolution des langues, ce sont des sociétés, des civilisations différentes qui émergent. Par exemple, à l'époque de la civilisation sumérienne, il y avait une seule langue qui était la langue, donc qui était le sumérien, qui était considéré comme une langue sacrée, littéraire et savante. Et ensuite, il y a eu l'akkadien qui s'est substitué au sumérien, qui est devenu une langue vernaculaire, c'est-à-dire une langue qui est parlée par tout le monde. Et cette langue vernaculaire, ça a permis l'extension de la civilisation sumérienne, c'est-à-dire que tout le monde parlait cette langue. Et on retrouve le même phénomène en France. En France, il y avait au Moyen-Âge la langue savante, qui était le latin. Et petit à petit, il y a une langue qui s'est substituée au latin, mais qui a emprunté pas mal de mots latins, qui est le français, qui est devenu la langue vernaculaire.
Et c'est grâce à cette langue vernaculaire que la société française a pu émerger dans sa forme moderne. Donc on voit combien on voit comment la nature du système de communication et le souci de ce système va permettre de faire émerger des sociétés complexes, c'est-à-dire des sociétés humaines. Mais les sociétés humaines nous offrent la possibilité de comprendre l'émergence de l'intérieur, c'est-à-dire nous le vivons. Alors que dans les systèmes biologiques, bon, j'ai essayé d'extrapoler, d'interpréter, mais c'était moins évident. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de la question. C'était un petit peu rapide sur certaines disciplines, et c'était pas simple à expliquer parce que il faut passer d'une discipline à une autre. Donc maintenant, je vais passer le relais à Bernard pour la suite de cette présentation. Et donc merci de votre attention. Merci Bernard. L'explication et de vulgarisation, je pense qu'il va y avoir quand même un certain nombre de questions, d'interrogations, de commentaires, hein, et je suis prêt à passer le micro à qui le souhaite. Hein. Ah, bon. En attendant, je vais poser une question. Tu as parlé de communication entre les molécules. Oui. Ouais, qui sera l'origine, peut-être, du monde, de la création, je ne sais pas. Mais quelle est l'origine de cette communication? Est-ce qu'elle a été spontanée? Est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Voilà, la communication, comment s'est-elle produite au départ? Alors au départ, la communication, en fait, il ne faut pas oublier que s'il y a la vie, c'est parce qu'il y a aussi le soleil. Le soleil envoie des photons. Les photons, ça porte de l'énergie. L'énergie va être absorbée par les molécules, et les molécules vont s'agiter. Et quand on s'agite, on communique. Et c'est par cette agitation moléculaire que la vie a commencé. C'est-à-dire que les molécules, pour communiquer, elles n'avaient qu'à suivre l'énergie qu'elles récupéraient et puis se dissoudre dans l'eau et ensuite pouvoir communiquer. Parce que j'avais parlé de l'eau, mais l'eau, en fait, c'est un système qui permet de communiquer parce que c'est un système qui... C'est la molécule H2O, mais qui existe sous la forme ionisée OH-, H+. Donc elle peut se désioniser, se ioniser. Et de proche en proche, ça crée comme des circuits, comme des sortes de microfils, des polymères, et ça permet aux cellules de communiquer. Donc c'est aussi grâce à l'eau que toutes ces molécules ont pu communiquer et finir par trouver une manière de se comprendre et de s'organiser. Ok. Bien. Tu vas bien avoir un commentaire. Oui, moi j'ai trouvé cette conférence absolument passionnante dans le fait qu'elle donne l'information comme un système unifiant de la compréhension du monde, quelle que soit l'échelle de ce monde finalement. Que ce soit pour les sociétés humaines avec le langage, que ce soit pour la physique, pour la chimie, la biologie, on retrouve un phénomène qui donne une unité à ce monde. On pourrait dire information. Moi, vu ma formation à moi, je préfère le mot communication, mais enfin, une information, c'est quelque chose qui donne du sens dans les systèmes que tu as décrits. Et alors la question que je me pose, au moment où on parle beaucoup dans nos sociétés de l'intelligence artificielle, et qui, avec des appareils comme des ordinateurs, etc., qui accumulent des masses considérables d'informations, jusqu'à présent, on peut avoir le sentiment que ces informations
sont finalement uniquement générées par ce que les humains introduisent dans les machines, et ces machines demeurent quand même globalement assez stupides, même s'il faut reconnaître qu'elles calculent beaucoup plus vite que les humains et qu'elles sont plus rigoureuses que les humains. Mais de ces machines, jusqu'à présent, il n'émerge pas grand-chose. Et alors la question que je me pose, c'est de savoir si cette masse considérable d'informations juxtaposées, mises ensemble, j'ai envie de dire par moments confrontées les unes aux autres, dans des systèmes par exemple d'apprentissage de forme et tout ça, ne risque pas, si ça n'est pas quelque chose qui est en mesure de donner des émergences, justement, sur le plan de choses nouvelles. Les informations confrontées les unes aux autres, séparément, ont une valeur relative, mais à un certain moment, quand elles se confrontent les unes aux autres, tout d'un coup, un sens nouveau émerge, et à ce moment-là, cette forme d'intelligence artificielle devient quelque chose de, je dirais, de très peu maîtrisable, parce que les humains qui ont mis les données dans ces machines ne savaient pas a priori comment ces informations mises ensemble pouvaient communiquer et générer de l'émergence. Alors la question, c'est est-ce que toi, en tant que scientifique, tu penses qu'il y a là une possibilité d'émergence nouvelle qui est décrite par certains, tu as parlé du dataïsme dans le livre de Harari, mais est-ce que cette forme d'émergence n'est pas quelque chose qui risque de dépasser ce que l'humain est actuellement? Alors c'est la question centrale que tu viens de poser sur l'intelligence artificielle. Et j'avoue que ça demande de faire fonctionner l'intelligence naturelle pour y répondre, parce que c'est pas évident. Est-ce que ça peut faire... qu'est-ce qui peut émerger? C'est-à-dire que ce qui peut émerger, c'est l'intelligence artificielle, donc peut arriver à faire un calcul sur la société. C'est un calcul global, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne sait pas faire, nous, mais elle peut faire un calcul, elle peut donner des informations sur la société. La question essentielle, c'est de savoir est-ce que ces informations nous sont utiles ou pas. C'est ça la question. Et la question, c'est de savoir comment on va... quel statut on va accorder à l'intelligence. C'est-à-dire que c'est comme le maître et l'élève. L'élève reçoit une éducation du maître, mais il l'accepte. Mais en retour, la logique voudrait que quand l'élève essaye d'apprendre quelque chose, qu'il ne sait rien, qu'il essaye d'apprendre quelque chose au maître, le maître dise non, je refuse cette information. Je pense qu'on est un peu dans ce genre de situation avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire à qui on va accorder la décision. Mais la sagesse philosophique nous rappelle que l'homme est libre. Et que l'homme, en dernier ressort, aura toujours la liberté de refuser une décision de l'intelligence artificielle. Donc, s'il y a un danger, le danger, c'est que l'homme refuse d'assumer sa part de liberté. Je le vois plutôt du côté de l'homme que du côté de l'intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Moi, a priori, je ne diabolise pas cette intelligence. Tu dis est-ce qu'elle sera utile ou pas. Moi, je poserais plutôt la question, est-ce qu'on va la maîtriser ou pas? Qui va maîtriser l'autre? C'est plutôt cette question que je me pose.
Toi, tu poses la question de l'utilité, de ce qu'on va faire de cette information nouvelle ou de ces émergences, notamment dans la compréhension de la société ou à d'autres types de compréhension. Moi, je pose la question de savoir si finalement le système, par émergence, en raison de l'émergence, ne risque pas d'échapper à ce que l'humain peut en faire. Je prends le système, par exemple, actuellement, il existe des systèmes des systèmes militaires qui, on connaît les drones commandés à distance, on nous en parle souvent, mais il y a actuellement des systèmes qui peuvent devenir complètement autonomes par rapport au fait de déclencher, par exemple, une attaque sur une cible donnée. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est un peu préoccupant, malgré tout. Mais bon, je ne sais pas si... Peut-être que d'autres personnes ont d'autres informations là-dessus. Oui, enfin là, tu parles des armes qui sont liées à l'intelligence artificielle. Oui, 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 tout à fait. Mais une arme peut être dangereuse en fonction de celui qui l'utilise. Oui. Donc, sauf s'il y a une émergence du système qui fait que le système, non pas devient conscient, je ne pose pas ce problème au niveau de la conscience, je pose ça au niveau d'une simple possibilité nouvelle qui émerge, comme dans les systèmes vivants que tu nous as décrits, et que cette possibilité s'exprime tout simplement. C'est pas qu'elle prend le pouvoir sur l'humain, c'est qu'elle s'exprime, et dans la façon qu'elle aura de s'exprimer, eh bien, il y a quand même une grosse incertitude, à mon avis. Oui, c'est le... Il y a une... Il se dit que dans les années 80, il y a une guerre nucléaire qui a été stoppée parce que le responsable russe, enfin, le système automatique avait indiqué qu'il y avait une attaque de grande ampleur du côté des Américains, et celui qui devait transmettre l'information a attendu et finalement a vu que c'était une erreur de la machine. Donc c'est-à-dire que c'est l'homme qui a réussi à stopper ce qui aurait pu devenir une catastrophe mondiale. Et la question qu'on peut se poser, c'est dans le même cas de situation, si ça avait été de l'intelligence artificielle, on serait peut-être plus là pour en parler. C'est un peu ce que je suggère. Notre question. Oui, bonjour. Bonjour. Dans cette traversée des disciplines, vous faites, enfin tout au moins dans l'exposé, peu de place aux travaux de certains philosophes, peut-être dans vos ouvrages, hein. Et je pense notamment aux travaux de Gilbert Simondon, donc, qui ont certes été publiés tardivement et qui est relativement méconnu, mais qui a développé quand même un certain nombre de conceptualisations, et je pense à la transduction en particulier, hein, qui explique justement ce déploiement de place en place de l'information. Je vous entends. On ne peut pas monter le micro Oui, je pense à Gilbert Simondon, hein, qui propose différentes conceptualisations, mais notamment le concept de la transduction, hein, qui permet justement d'expliquer ce déploiement plus exactement de place en place de l'information, et qui fait que les systèmes se composent et se transforment. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pris en considération? Simondon, je l'ai étudié, mais il y a bien longtemps. Je crois savoir qu'il avait théorisé l'évolution des systèmes technologiques, c'est-à-dire, je crois qu'il a théorisé le passage de la triode à la pentode, quelque chose comme ça. Dans sa thèse de 59, oui, exactement. Mais enfin, il y a eu un deuxième ouvrage qui a été publié beaucoup plus tardivement, en 2005, hein, qui justement, dans lequel il expose tout ce qu'il a pu élaborer au niveau de la théorie de l'information, hein, et son déploiement. Ok, bon. Oui, je voudrais d'abord exprimer
ma façon de voir un peu simpliste, pour expliquer l'information, la communication. Pour moi, je n'entends pas tout, vous l'avez deviné, mais suffisamment pour pouvoir éventuellement amener une petite brique pour construire le mur. Il est clair que pour moi, l'information, elle se trouve dans la matière, le mouvement des électrons, des ondes électriques, les ondes, tout ce qui bouge en définitive. Quand un astre bouge, il est susceptible d'être perçu. De l'autre côté, une information peut exister, mais elle n'a d'intérêt pour nous, êtres humains, que s'il y a des capteurs. Si nous sommes capables de percevoir ce qui nous est envoyé. Alors tout ceci pour expliquer, je profite de ce moment un petit peu spécial, même si au Café Philo, des mouvements spéciaux comme ça, il y en a beaucoup, pour poser une question qui m'interpelle moi. Puisqu'on parle d'intelligence artificielle, donc de robots artificiels, du danger par rapport à l'être humain qui a un cerveau, paraît-il, particulier, qui représente une entité particulière, eh bien moi, depuis très longtemps, je pense, je suis sûrement hérétique, j'ai soulevé, il y a déjà très longtemps, au Café Philo, cette idée. Une personne que je connais bien, qui s'appelle Christian, m'a vigoureusement été en désaccord avec moi, ce qui est assez rare d'ailleurs. J'ai pour proposition de dire que l'intelligence artificielle, ce seront donc des automates qui vont régurgiter ce qu'on aura mis dedans. Moi, je pense, et c'est là que c'est peut-être tabou ce que je dis, que l'être humain, d'une certaine façon, n'est pas constitué par des rouages, par des puces électroniques et tout, mais malgré tout, je considère pour moi que nous sommes mus, ne serait-ce que par des hormones, par des courants chimiques ou électrochimiques, et que de ce point de vue, je me suis toujours considéré, au fil du temps, par mon expérience personnelle, que mes comportements, très souvent, m'échappaient et que je réagissais dans différentes situations de la même façon, pour dire à la fin que je pense que nous, êtres humains, eh bien, je pense que nous sommes des robots biologiques. Voilà. Je sais que ça choque beaucoup parce que l'être humain, dans son orgueil démesuré, se veut être très différent de tout ce qui existe. Il y a l'être humain et puis il y a tout le reste. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je me dis, en définitive, que ça soit dangereux ou pas, c'est certain, et que ça soit pas prudent, et qu'on ouvre la boîte de Pandore, c'est bien possible, mais j'ai appris avec Bernard que toute chose qui pouvait être pensée se réalisait, c'est le principe de Gabor. Tu vois, que j'apprends des choses au Café Philo, et que je crains que de toute façon, même si Christian se fait du souci et il a raison, je pense malheureusement que ce qui est possible, qui est imaginé par le cerveau d'un homme, un jour ou l'autre, sera appliqué. Mais disons que arriver à reproduire un cerveau, la capacité d'un cerveau humain, ça sera sûrement hors de notre portée, mais on flirte quand même avec de grands progrès, et je pense que déjà maintenant, l'intelligence artificielle, les robots qui fonctionnent sont rudimentaires, mais je pense que de toute façon, ils arriveront à atteindre, je ne sais pas, peut-être pas la quintessence de notre intelligence particulière, mais ils vont beaucoup nous imiter, je le crois. Tu as un commentaire ou c'était... Oui, juste un commentaire sur l'homme robot. Je vois en filigrane la théorie de l'homme-machine de la maîtrise, enfin, que j'ai évoquée.
Mais plus récemment, donc, il y a des conceptions de l'homme-robot qui ont été proposées par, je pense à Skinner, le behaviorisme. Mais bon, c'est tombé en désuétude. Donc je crois que je pense pas que je pense que l'intelligence artificielle, si on entre on va dire en sympathie, entre guillemets, avec elle, pourrait nous persuader que nous sommes des robots. Mais en fait, il faut garder notre capacité réflexive à nous considérer comme des sujets humains et considérer le robot comme quelque chose, comme une information peut-être utile, mais si elle prend trop de place, il faut s'en défendre comme la bactérie se défend des virus. Merci. C'est tout ça, c'est très, très bien. Je vous remercie d'avoir amorcé ça. Je voulais poser une autre question, mais on rebondit ce soir sur plein de choses. Et puis, chaque intervention vous dévie de votre idée de base et puis vous amène à autre chose. Alors, j'ai une petite remarque d'abord. Je pense qu'on parle beaucoup de communication. Tout ça, on a beaucoup parlé. C'est très difficile de ne pas être anthropomorphe quand on parle de toutes ces choses-là. C'est très difficile de ne pas remettre l'homme au centre du système. Parce que bon, on a une discussion, un discours, et finalement notre champ lexical, la façon dont on est construit, bien évidemment, ne nous permet que de voir qu'une petite partie de ce qui nous entoure. Et donc, alors, ne serait-ce que pour parler de communication, en communication, pour moi, c'est un mot qui est quand même, je suis d'accord, on est tous d'accord, probablement, la plupart d'entre nous sommes d'accord pour penser que la communication, c'est ce qui gère tout l'univers. Et ce qui nous existe. Moi, je préfère le mot interaction. Parce que le mot communication, c'est pour moi un peu anthropomorphe, alors qu'interaction, c'est beaucoup plus basique, factuel, physique. Donc, effectivement, tout ce que vous avez dit, c'est super. Et moi, je remplacerai tout ce que, quand vous parlez de communication, eh bien, on va remplacer par interaction. Et d'une certaine manière, tout prend un nouveau sens. Alors, ça, c'est la première chose. Puis, alors, la deuxième chose aussi, c'est que on parle... Deuxième remarque à propos des craintes de ce que l'homme peut créer. Alors effectivement, on a parlé d'intelligence artificielle, on parle de robots, de machines, tout ça. Tout ça, bien entendu, ce ne sont que de pâles imitations de ce que nous sommes, hein, bien évidemment. Hein. Le plus high-tech, eh bien, c'est vous et moi. Hein. Il est clair que notre cerveau, c'est le robot du robot, hein, c'est le high-tech sublime. Hein. Donc ça c'est la première chose. Donc effectivement on peut en avoir peur de ces choses-là parce que c'est nous qui les avons créées et on est capable de se faire beaucoup de mal. Hein, et on a déjà commencé puisque vous voyez que pas plus tard que la semaine dernière et cette semaine, les gens sont morts parce qu'ils ont bu trop d'eau. Hein. L'eau est passée partout. Et l'eau passe partout et bien parce que la Terre se réchauffe, et puis la Terre se réchauffe parce que notre activité incontrôlée nous amène à ça. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher des robots et des choses comme ça, on est déjà aux portes de notre propre menace. Donc, puis alors une dernière chose, c'est que... Ah ben il n'y a plus rien. Allô ? Oui, ça marche. Ça marche. Alors une dernière chose, parce que je ne voudrais pas être trop long, ce que je voulais dire, c'est que moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce que l'humanité d'aujourd'hui deviendra demain. On a beaucoup parlé d'évolution, et l'humanité, eh bien l'évolution, c'est en marche. Hein, c'est pas fini, ça a commencé il y a bien longtemps et ça continue. Et moi, je pense que, pour reprendre une vieille notion, c'est que le tout est plus que la somme de ses parties. C'est-à-dire que moi, j'ai une profonde, je suis un optimiste né, et je pense que demain, l'homme, par l'interaction avec son prochain, pourra faire que ce qu'il va créer, le réseau qu'il va créer, sera beaucoup plus extraordinaire que la somme de ses parties. Donc je pense que peut-être que l'intelligence de demain, ça sera la conscience universelle, c'est-à-dire, en fait, et peut-être que l'Internet, c'est les prémices. Tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il suffit d'ouvrir Internet, vous savez ce qui se passe à des milliers de kilomètres. En plus, vous avez la liberté s'exerce de plein droit, parce que Internet, vous êtes à même de choisir ce que vous voulez prendre ou rejeter. Parce que sur Internet, il y a tout. On dit Internet, c'est toxique, c'est ceci, c'est ça. C'est à nous de faire la part des choses. Puisqu'on trouve tout, eh bien, on trouve ce qu'on veut. Donc, mais aussi Internet, ça nous permet d'interagir. L'interaction, elle est là. Et donc, à partir de cette interaction, peut-être, avec Internet, on a les prémices de
de ce que sera l'intelligence et la conscience universelle de demain. C'est un petit peu ce que je voulais dire. C'est l'espoir majeur d'un optimiste. Oui, juste une remarque. Oui, pour Internet, ce que je pense, c'est que si guerre il doit y avoir, le nerf de la guerre, c'est la sélection de l'information sur Internet. C'est-à-dire que, en fait, soit on la maîtrise et on garde notre liberté, soit on la maîtrise pas. C'est-à-dire qu'on peut être noyé sous le flux d'informations. Parce qu'il ne faut pas oublier que le tout est plus que la somme des parties, mais le tout repose aussi sur une hiérarchisation dans l'information. C'est-à-dire que dans la cellule, il y a quand même un système hiérarchique qui contrôle, c'est l'ADN. Ensuite, c'est l'épigénome, et ensuite, c'est le protéome. Et dans les sociétés, c'est un peu pareil. Donc. Et sur l'évolution des sociétés, moi, j'aurais tendance à dire que l'homme a une double dimension. Je pense à l'introduction d'un ouvrage de Leroy-Gourhan, où il parlait de la définition de l'homme comme oscillant entre technique et humanité. Les humanités, c'est un peu une vieille notion, comme il y a 50 ans, on disait, bon, il y a les humanités, ça correspondait à la philosophie, les sciences humaines, la géographie, puis il y avait les sciences techniques, les sciences dures. Et je pense que l'homme sera toujours face à ces deux pôles. Moi, je vois deux hommes dans un seul. Je ne sais pas comment Harry, je ne vois pas Sapiens d'une manière fait d'un seul bloc, mais il y a à la fois l'homme habile et l'homme subtil. L'homme habile, c'est celui qui sait faire, et l'homme subtil, c'est celui qui sait être. Et dans le langage, on s'aperçoit que toutes les civilisations ont joué sur deux types de langage. La langue sacrée, littéraire, c'est qu'il y a aussi la langue des mythes, et la langue de l'entreprise, qui existait déjà à l'époque de Sumer. Et là, je fais référence à l'ouvrage de Spengler sur l'homme et la technique, un ouvrage que beaucoup devraient lire, donc qui est intéressant, et qui décrit la naissance des grandes cités-États avec la naissance d'un langage qui est le langage de l'entreprise. Et actuellement, le danger, c'est que ce langage de l'entreprise qui est en train d'envahir les médias et la politique finisse par devenir une langue universelle, c'est-à-dire faire de nous des hommes qui font, des hommes habiles. Et cette pratique d'une langue technique nous fait oublier qu'il y a une langue sacrée, une langue poétique, et que celle-là aussi, elle fait partie de notre nature. Et il ne faudrait pas abandonner cette langue et ces pratiques, on va dire, spirituelles, parce que le mot religieux, c'est un gros mot actuellement, donc on va parler de spiritualité. Mais en fait, il y a deux dimensions dans l'homme. Il y a la dimension technique et la dimension sacrée. Et le but d'une politique de civilisation, parce que Edgar Morin parlait de la politique de civilisation, et on a pris ça comme quelque chose de nouveau, mais en fait, la politique de civilisation, elle a existé depuis la nuit des temps. Le problème, c'est que actuellement, on risque d'oublier ce que c'est qu'une civilisation. Donc il faudrait peut-être renouer avec le passé pour savoir où nous allons. Et c'est le problème finalement de la mémoire qui est important, et c'est un problème qui a été soulevé, je crois, par Peter Sloterdijk, qui a dit que nous vivons dans une société sans passé. Et si on n'a pas de passé, on ne sait pas où on va. Et c'est ça le danger. Bien, tu viens de parler de passé, d'histoire, et c'est vrai que, d'une part, première réflexion, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, ça, premièrement, et ensuite, moi qui suis économiste, je dois dire que toute la théorie économique dominante, c'est une théorie économique qui se fait sans épaisseur historique. C'est-à-dire, on ignore le passé. Toute la microéconomie néoclassique, c'est quelque chose, ce sont des modèles, n'est-ce pas, mathématiques, et il n'y a pas d'épaisseur historique. Et si on n'a pas d'épaisseur historique, bien sûr, ça permet beaucoup de choses. Hein. Ça permet de justifier certains types de politiques. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ça, en raccrochant à ma partie personnelle. Voilà. Bon, y a-t-il d'autres commentaires ou questions? J'ai juste... Oui. C'est une question cette fois-ci, c'est plus une remarque.
Est-ce que vous pouvez nous donner votre impression concernant finalement deux pans de la physique théorique actuelle qui, je ne dirais pas qu'ils s'affrontent, mais qui se confrontent concernant le déterminisme de l'univers? Est-ce que l'univers est déterministe ou est-ce que l'univers spontanément évolue sans plan? Est-ce qu'il y a un plan? Est-ce qu'il y a un projet? Si l'univers est gouverné par la gravité, il est déterministe. S'il est gouverné par la mécanique quantique, il est indéterministe. Et en fait, il est gouverné par les deux. Donc il est à la fois déterministe et indéterministe. Bon, il ne s'est pas mouillé. Bien, alors, merci Bernard. Merci.